Bonjour les amis, Midi en France est à Montluçon aujourd'hui dans l'Allier et je suis sous les arcades du château des Ducs de Bourbon pour recevoir en cuisine Olivier Bouchot, le chef, qui va nous préparer évidemment une côte de bœuf charolaise, on n'est pas loin, avec des pommes de terre et des petits légumes, un écrasé de pommes de terre. Vous allez voir, ce sera savoureux. Pour sillonner la ville de Montluçon et les environs, ce Bourbonnais, eh bien nos chroniqueuses sont sur le terrain depuis l'aube. Elena Morna est dans les rues de Montluçon et va s'occuper du Montluçon du 19e siècle, l'époque où la ville a bien changé. Bonjour Elena. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que Montluçon est une ville surprenante. D'un côté, la Montluçon médiévale, de l'autre, la Montluçon industrielle. J'ai envie de dire la Montluçon, la belle, celle qui flambe, avec quelques bijoux architecturaux qu'on va visiter ensemble. Merci Elena. Tout à l'heure, de son côté, Hélène Gâteau, votre vétérinaire, est allée visiter un élevage d'ânes du Bourbonnais du côté de Valigny qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Montluçon. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Je vous présente mon public, l'âne bourbonnais. Je ne pouvais pas venir ici dans l'Allier sans vous parler de cette race qui trouve son origine dans le berceau des Ducs de Bourbon. A tout de suite pour en apprendre plus sur ces animaux toujours très touchants, les ânes. Merci Hélène, on se retrouve dans quelques instants. Pour m'aider dans cette découverte de Montluçon et de ses environs, eh bien, on a fait appel à notre camarade Jérôme Doumingue de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'il connaît très bien sa région. À toi Jérôme. Bah oui, vous savez Vincent, quand on est journaliste ici à France 3 Auvergne, ça aide pour connaître sa région. Et effectivement, on est à Montluçon, première ville du département de l'Allier. Montluçon se situe au bord du Cher et non au bord de l'Allier. Cette très belle rivière sauvage, l'une des grandes rivières sauvages d'Europe d'ailleurs, c'est cette rivière qui a donné le nom au département où l'on se trouve ce matin. Elle est longue de plus de 420 km. Elle traverse 8 départements français, de la Lozère jusqu'à la Nièvre. Cette rivière de l'Allier se jette dans la Loire à hauteur de la Nièvre. Salut Jérôme, tu vas bien? Salut Vincent, merci. Bonjour Olivier, c'est le chef. Bonjour. Vous êtes parlé Merci. un petit peu, non? Pas encore. Tu t'es pas inquiété de savoir ce qu'il y avait à déjeuner? Je crois savoir, là, il y a une belle côte c'est de vrai. bœuf. C'est vrai qu'il y a une belle On côte de ne bœuf. peut pas l'arrêter. Comment est-ce qu'on va la préparer, Olivier? On va la poêler, tout simplement, avec juste fleur de sel dessus. Génial, Après, génial. on va faire sur l'accompagnement, donc on aura une mini ratatouille et un écrasé de pommes de terre. La sauce sera à base d'une moutarde pourpre de Charroux. D'accord, génial. Une vraie belle moutarde, un vrai produit de région. On va retrouver Elena Morna qui est dans les rues de Montluçon et qui s'intéresse à l'architecture de la fin du 19e, fleuron de l'ère industrielle, Elena. Et oui Vincent, je suis sur l'avenue Max Dormois. Une avenue, vous le voyez, qui est dans le prolongement de la vieille ville. Le château est juste derrière moi. Alors cette avenue, elle témoigne d'une Montluçon prospère, la Montluçon du 19e siècle qui a connu une révolution industrielle. Bonjour Aurore. Bonjour Elena. Cette révolution industrielle du 19e siècle va bouleverser la physionomie de la ville. Ah oui, complètement, effectivement. Donc, il y a toute une ville qui se crée, bien sûr, rive gauche avec l'implantation des usines et rive droite, effectivement, notre population commerçante et bourgeoise et administrative qui était cantonnée autour de son château va avoir donc cette percée haussmannienne de 400 mètres, tout simplement qui était là pour rejoindre la gare, puisque le rail est le symbole de cette époque. Et effectivement, cette population va alors s'installer tout le long de cette artère ce qui explique toutes ces belles façades et cette richesse donc architecturale de ces façades. C'est vrai qu'on a un côté ici un peu haussmannien. Alors dans cette richesse, on a du mal à savoir un peu où on est. Un coup c'est de l'art déco, un coup du néoclassique. Et oui, puisque c'est un style très composite, effectivement, cette deuxième partie du 19e siècle. Donc on reprend un petit peu ce qu'on faisait avant, donc néoclassique, néo-Louis XIII, néo-art déco, effectivement, néo-gothique, néo-renaissance. Par contre, il y a quelque chose qui est très spécifique à cet art industriel, c'est l'utilisation des colonnes de fonte, des structures métalliques, et même où nous sommes sur une sorte de boudin de mâche-fer. Tous les déchets des usines, rive gauche, ont été réutilisés pour drainer. Et en fait, on est sur un boudin de près de 3 mètres, ce qui a permis en fait de drainer bien sûr ce terrain marécageux et de rejoindre justement cette gare. Vous vous rendez compte, je suis sur un boudin. Bon, alors, il y a la deuxième partie de la ville, un peu plus ouvrière, un peu plus éclectique en matière d'architecture. Et oui, tout à fait, parce que c'est une nouvelle population qui est arrivée à cette moitié du 19e siècle, qui s'est installée route de Tours, donc une nouvelle route donc d'accès, puis une nouvelle artère commerciale. Et donc, on va avoir bien sûr un habitat un petit peu plus éparse, un petit peu plus anarchique, en fait, puisque les ouvriers, ils faisaient un petit peu avec ce qu'ils avaient surtout.
Alors, faut savoir que la ville, elle est quand même passée en 1830 de 5 000 habitants à 60 000 dans les années 60. Il fallait donc bien qu'elle s'agrandisse. Et puis, vous verrez qu'il y a eu quelques petits grains de folie qu'on va visiter tout à l'heure, un autre bijou architectural. Merci beaucoup Elena, avec notre belle cuisine installée devant le château des Ducs de Bourbon. Alors, notre invité du jour, bonjour, c'est Cédric Lalaurie. Bonjour Cédric. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Alors, Cédric, écrivain, bien entendu, qui est venu vous présenter son livre « Il est toujours minuit quelque part », on en parlera dans un instant. Mais d'abord, j'ai envie de dire, vous êtes vraiment Montluçonnais. Vous êtes né ici, vous avez grandi et vous y êtes revenu. Oui, j'y suis revenu. Ma famille est montluçonnaise de souche, si j'ose dire, depuis mes grands-parents. Mes parents sont nés ici, mes frères et sœurs sont nés ici. Vraiment, on est montluçonnais jusqu'au bout du bout. Alors, cette avenue Marx Dormois qu'on découvrait avec Elena, vous la connaissez bien et vous connaissez bien Marx Dormois surtout. Vous êtes passionné d'histoire. Oui, Marx Dormois qui est quand même un des maires emblématiques de notre ville. Alors, on en a eu quelques-uns, depuis Marx Dormois jusqu'à l'actuel maire, Monsieur Laporte. Mais Marx Dormois, lui, c'est quelqu'un qui est arrivé au sommet de l'État en France. Puisqu'il a été ministre de l'Intérieur du Front Populaire sous Léon Blum, et que notamment il avait eu à affronter en tant que ministre les dérives d'une organisation peu recommandable à l'époque qui était la Cagoule, et qui a eu sa peau, si j'ose dire. Un destin tragique. Exactement, un destin tragique, puisqu'il a été assassiné quand il était en résidence surveillée par le régime de Vichy à Montélimar, il me semble. Et puis alors, il y a une place que vous aimez particulièrement, qui a marqué votre adolescence, la place Louis Babet. Oui, alors, en raison d'un pavé d'or que les Montluçonnais connaissent bien, qui raconte une légende, qui tourne autour de la figure d'une petite sirène, qui avait la particularité de s'appeler Ikea. La petite sirène, oui, Ikea. Ou suédoise, non? Oui, probablement. Eh bien non, justement, puisque elle a vécu il y a plus de 10 000 ans dans l'Atlantide, ce continent qui s'est retrouvé englouti. Et quand l'Atlantide a disparu, elle a nagé jusqu'au moment où elle a trouvé une place propice à sa vie, à une existence douce et paisible. Et cette place, c'était ce qui allait devenir Montluçon. Alors vous avez évidemment ce talent de la narration, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et ce livre, il est toujours minuit quelque part. C'est une belle aventure parce que vous avez été lauréat dans la découverte des talents de demain, une sorte de édition crochet, livre crochet, un concours en quelque sorte ouvert aux amateurs, en tout cas aux écrivains de demain. Absolument, c'était la première édition de ce concours. On mettait à disposition des lecteurs en ligne et gratuitement le roman qu'on avait écrit, qui cherchait un éditeur. Et avec ce gros comité de lecture qui était celui de tous les lecteurs enthousiastes. Bien sûr, tous les internautes. Exactement, ils téléchargeaient les livres en lice, les notaient et à la fin, des finalistes ont été désignés et le mien l'a emporté. Voilà. Merci Cédric, vous restez bien sûr avec nous. Vous allez vous intéresser avec nous à la cuisine d'Olivier qui est en train d'émincer. C'est pour la ratatouille, Olivier? Voilà, pour la fine ratatouille. Alors allons-y, je regarde comment on procède. Donc on a du poivron jaune, de la tomate, de la courgette et de l'aubergine. D'accord, qu'on a émincé en dés. Allez, c'est parti pour la cuisson là. Dans de l'huile d'olive? Alors dans de l'huile d'olive, tout à fait. On lance normal les pour une ratatouille. On va lancer les poivrons déjà. Donc là, il a choisi du poivron jaune, c'est joli de couleur. Exactement. Les aubergines. Ouais. De l'aubergine. Voilà, on va faire sauter nos petits légumes. Courgettes et tomates. On lance les pommes de terre en cuisson pour faire un écrasé de pommes de terre. Elles sont déjà cuites là, non? Elles sont déjà pré-cuites. Ah oui, d'accord. On les a pochées simplement avec la peau. Sans la peau. Et on l'a mis dans quoi là? On les met dans le lait? Dans du lait. Ah, c'est malin ça. Et ça change quoi? C'est qu'on va faire un écrasé de pommes de terre. Donc ça donne un peu plus de. D'accord. Voilà, sur le lait. Ça nourrit déjà la pomme de terre. Un demi-ail sur lequel on a enlevé. Avec la fourchette. En quelque sorte, ça les écrase à moitié, ça les émince en partie. Voilà, on est entre. De laisser infuser. Et on va pouvoir lancer la cuisson de la pomme de terre. Allez, pendant qu'Olivier se bat un petit peu avec les plaques à induction, on va retrouver Hélène Gâteau, notre vétérinaire, qui est pas très loin d'ici, dans un élevage d'ânes bourbonnais. Une race locale, mais à très faible effectif.
Oui Vincent, alors quand on parle de faible effectif, il s'agit pour l'âne bourbonnais de 300 individus seulement en France, une vingtaine de naissances par an, ça fait très très peu, alors qu'à la fin du 19e siècle, ils étaient jusqu'à 10 000 dans la région. Alors je retrouve Michel, vous êtes éleveur d'ânes, quelle a été l'importance de l'âne bourbonnais pour la région ? Il y a une époque, l'âne bourbonnais, on s'en servait pour promener les curistes à Vichy, donc en attelage, et c'est là où l'âne a pris toute son importance. Alors vous avez une quarantaine d'ânes dans votre élevage, une dizaine d'ânes bourbonnais. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette race ? Pourquoi vous êtes intéressé à elle ? Alors pourquoi ? Parce que j'ai trouvé sa morphologie très bonne par rapport au travail que je fais. Donc, c'est-à-dire quelles sont ses aptitudes, sa caractéristique ? alors pour moi, voilà, c'est sa grandeur. Voilà, c'est un âne de taille moyenne, donc qui me permet d'aussi bien l'atteler que le bâter. Et au niveau de ses membres, c'est des membres très, très osseux, donc très bons en traction. D'accord, donc vous pouvez faire un peu toutes les activités dont vous faites la promotion ici dans votre élevage. Vous éduquez aussi des ânes de façon à les faire acquérir ensuite par de futurs propriétaires. Comment ça s'éduque un âne ? Alors un âne, on va l'éduquer par la confiance. Comme je dis souvent, c'est un âne, je les considère comme des enfants. Et donc on va pas obliger l'âne à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. C'est lui donner confiance. Et c'est là où j'interviens parce qu'il faut connaître le mental de l'âne. On dit que les ânes sont têtus, vous confirmez ? Têtus, non, ils sont très réfléchis. Donc par contre, ils peuvent réfléchir très longtemps. Parfois un petit peu trop longtemps. Est-ce que vous allez faire justement la promotion de l'âne bourbonnais quand des gens sont intéressés pour acquérir un âne ? Ah, totalement, oui, parce que pour moi, voilà, c'est vraiment des ânes qui ont un potentiel d'être, on peut s'en servir pour tout, comme je disais tout à l'heure. C'est une taille vraiment très bien et qui ne fait pas peur aux gens. Une taille idéale. L'âne, c'est un animal qui a été très important dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous est arrivé ? Alors j'ai eu un grave accident, donc ma compagne faisait de l'équitation et je cherchais un moyen pour la suivre dans ses promenades et on s'est tourné vers l'âne, l'animal que je connaissais pas auparavant. J'ai acheté mon premier âne dans une assoce qui me l'ont éduqué en attelage et moi ça m'a permis de suivre ma compagne. Et à l'époque vous étiez en fauteuil en fait, hein ? Voilà, totalement. Voilà. Donc je ne marchais pas, je marchais très très peu en béquille. Et jusqu'au jour où j'ai décidé de me lever un peu de mon fauteuil et de me servir, quoi. Banjo, qui était mon premier âne, m'a permis de pouvoir remarcher. Pour moi, c'était un peu ma canne, quoi. Bien, une très très belle histoire, hein, comme quoi vous êtes encore l'illustration que les animaux sont très importants dans nos chemins de vie à tous. Merci beaucoup Hélène, à tout à l'heure. Alors on est toujours ici à Montluçon avec les Montluçonnais qui nous ont rejoints, merci. Et notre camarade Jérôme. Alors Jérôme, tiens, ça tombe bien, ce château des Ducs de Bourbon qui nous accueille ici à Montluçon cette semaine. Oui. Hein, c'est comme un lieu, non mais d'abord c'est le phare de la ville. C'est la tour Eiffel de Montluçon, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Hein, un bâtiment prestigieux. Édifice bâti évidemment par les ducs de Bourbon, hein, qui, on le sait tous, étaient les serviteurs de la couronne de France. Il date du XIVe siècle. Hein. C'est une vieille bâtisse qui a été construite sur les vestiges d'un ancien fort antérieur. Ici, autrefois, notre château. Et celui-ci l'a remplacé. Résidence privilégiée de Louis II, qu'on appelait le Bon, Louis II de Bourbon. À une époque où Montluçon était une ville frontière entre deux territoires, entre le duché des Bourbons et puis la domination anglaise. Les portes de l'Angleterre n'étaient pas très loin à une époque. Avec la Bourgogne, Vincent, absolument. Les alliés. Et puis à la mort de Louis II, en 1410, ce château est abandonné. 3 siècles durant d'abandon. Il a subi plusieurs chantiers de démolition au 19e siècle. Il reste quand même encore pas mal de choses, dont ces 2 donjons. La fameuse tour Eiffel. Bon, et la famille de Bourbon qui est tellement liée à la royauté française, de toute façon, que ça reste aussi emblématique de notre histoire de France. Hein. C'est le Bourbonnais, hein, ça représente même au-delà de Montluçon, on représente l'Allier, on peut le dire. Hein, voilà, au-delà de Montluçon, c'est l'Allier, c'est le Bourbonnais, c'est la France. Voilà, on a tout dit, hein, on a bien recentré le débat quand même, mais c'est normal, on est au centre du pays. On va s'occuper un petit peu de cuisine parce que c'est en train de me chatouiller les narines. Olivier, il est en train d'écraser ses pommes de terre. On écrase tranquillement les pommes de terre. On va laisser continuer de cuire un petit peu dans le lait. Voilà, le lait qui est infusé à l'ail. Hein. Et alors pourquoi est-ce que je vois de l'ail sur le... Alors, pour donner un petit peu de goût à la viande, on prend un ail. Et on va hailler légèrement la viande. Beaucoup sur les roast beef, les choses comme ça, les gens les piquent à l'ail. Ouais. C'est le même principe, au lieu de piquer la côte de bœuf, on le frotte dessus directement. Et avec quoi on va la marquer, chef? Poêlée.
Donc on met une poêle thermostat 7. Et Alors je vais reculer parce que j'ai qu'un anorak. exactement. Et le Ça va poêle, gicler, non, un petit peu? légèrement. Ah, c'est bien. Ah oui, mais alors là, Donc là, on va marquer. si je peux me permettre, c'est là qu'on voit que c'est de la belle viande. Hein. Voilà. 4 minutes de chaque côté pour marquer sur la cuisson. On peut la finir au four, on peut la finir à couvert. Après, on en aura pour 8-9 minutes de cuisson de chaque. Ah voilà, terre d'élevage bovin de race à viande, hein, cette charolaise que l'on trouve partout autour du Bourbonnais, bien entendu. On voit quand elle est bien colorée comme ça. Ça sent vraiment bon. Hein. L'important, c'est de bien marquer chaud pour cautériser des deux côtés et de garder tout le jus à l'intérieur de la pièce de viande. L'odeur qui s'en échappe est magnifique. Les amis, on a 4 minutes à peu près encore avant la fin des épreuves. Des épreuves de rôtissage. On va retrouver Elena Morna qui est toujours en promenade dans les rues de Montluçon à la découverte de l'architecture. On est passé du 19e au 20e siècle. Mais il paraît qu'à l'époque, il y avait des gens qui avaient de l'imagination, Elena. De l'imagination ou un grain de folie, je ne sais pas trop. Toujours est-il que la passion et l'argent, eh bien voilà ce que ça peut donner. Une espèce de petit château inspiré du petit Trianon de Versailles, ici à Montluçon. Alors ça date du XXe siècle. Comment se fait? Eh bien c'est Aurore qui a la réponse. Qui est donc l'auteur de ce petit Trianon montluçonnais? Alors, c'est François-Joseph Troubat, le Hou, puisqu'il a pris les lettres de noblesse de sa femme, mais qui était surtout à Montluçon le fils d'un grand industriel, Pierre Troubat, qu'on connaît surtout par rapport à son usine et surtout aux produits, les fameux produits Diamantine, donc la société des cires françaises. Et donc, il a vécu finalement des rentes de l'entreprise de son père pour se consacrer à l'art et à sa passion et vivre dans une sorte de musée où il collectionnait justement toute une sorte d'œuvres, qu'elles soient architecturales, des éléments d'architecture, picturales, les sculptures également, et des grandes collections de meubles également. Alors ici, on a donc ce petit Trianon. Qu'est-ce qui nous dit dans la façade qui s'est inspiré de ce petit château de Versailles? Alors là, effectivement, on a le premier corps de logis que l'on voit avec les balustrades, le fronton triangulaire, un petit peu ce style néoclassique qui rappelle le petit Trianon. Quand aux ailes, par contre, latérales ont été rajoutées parce que la collection s'agrandissait, il fallait mettre les choses et notamment les peintures autre part, donc ont été rajoutées en 1953. Alors ici, dans le jardin, on a deux aigles qui nous rappellent plutôt le style empire. Oui, parce qu'il avait de l'attrait pour l'art en général, mais par contre, il était assez passionné d'une période qui était la période Empire. Donc, on retrouve les aigles napoléoniens. On retrouvera également à l'intérieur le plafond de Beauharnais, Hortense de Beauharnais, différents éléments des sculptures Napoléon, etc. Alors, ce qu'on a aussi ici, c'est 12 000 mètres carrés de parc qui sont devenus un jardin public. Dans ces 12 000 mètres carrés, il faut savoir que c'est lui qui les a dessinés. On ne sait pas trop si on est dans un jardin à la française ou à l'anglaise. Et bien tout simplement parce que c'est un peu des deux. Effectivement, il les a dessinés et il a fait un mélange de ces deux jardins. Alors, ce qui est très sympa ici, c'est que finalement, vous pouvez vous y promener. Vous pouvez aller aussi dans le fameux petit Trianon pour visiter cette collection incroyable qui a été léguée à la ville. Et vous verrez sur la façade écrit « Bon, tu entreras, meilleur tu sortiras ». Ben, je vais tester. Merci beaucoup, Elena. Quelle chouette promenade. Nous aussi, on fait une promenade, elle est plutôt culinaire de notre côté. Olivier, on va s'attaquer à la sauce. Donc une sauce très simple. Donc là, nous avons émincé, c'est un 6 dés nos échalotes. On va les faire revenir dans le... Allons-y alors. L'huile d'olive. Et puis, on va préparer la sauce à la moutarde de Charroux. Charroux qui est un village voisin connu parce que c'est un des plus beaux villages de France et connu aussi pour sa moutarde au mou de raisin. Voilà, et alors là... On laisse colorer. Nos échalotes à l'huile d'olive. Exactement. Pendant ce temps, que devient la côte de bœuf? Là, je la vois un peu en Qu'est-ce sommeil. qu'elle Là. devient? Qu'est-ce que tu deviens? Ah bah, Elle ça a l'air reste à d'aller. couvert, là. Ça a l'air On la d'aller. laisse Mais cuire. c'est-à-dire Bah, c'est magnifique. au chaud. On la laisse au Approche. chaud. Elle est quand même Approche, à Hugo. température pour continuer de cuire. Ouais. C'est beau. Mais on la laisse à regarde l'intérieur, comme on pourrait la mettre au four. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il a mis, le chef? Donc là, on a mis du vin rouge de 5% pour lier la sauce, en fait. D'accord, On lira la moutarde. d'accord. On va laisser bouillir? On va laisser réduire un petit peu. Ouais, de manière à ce que l'alcool aussi s'évapore. Hein. Alors, c'est une moutarde douce, hein? Une moutarde douce qui est légèrement sucrée. Alors, elle est noire parce qu'on y met le mou de raisin, le jus de Le mou, exactement. raisin. Hein. Alors, c'est une, Et ça lie. Ça va la lier. On remettra un petit peu de crème à la sortie.
Là, on a les effluves de cette moutarde de Charroux, de cette moutarde rouge. Merveilleux. Le temps que tout ça réduise, Jérôme, si on allait se promener, un endroit que j'adore, puisque c'est une des plus belles forêts de France, la forêt de Tronçais. Oui, vous avez tout dit. Hein. C'est vraiment un endroit délicieux, où il fait bon, encore une fois, se promener en toute saison. 11 000 hectares d'arbres vous attendent, les bras ouverts, j'ai envie de vous dire. C'est une forêt qui est, encore une fois, multimillénaire. Elle ne date pas que de Colbert. On raccourcit un peu l'histoire en disant qu'on la doit à Colbert, mais pas que. Elle a existé en des temps anciens. Mais Colbert a fait de cette forêt ce qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, elle fournissait le bois nécessaire à la marine, bien sûr, pour les mâts du royaume. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'une des plus belles chênaies d'Europe, une plus belle forêt de chênes avec des arbres pluriséculaires, 300 à 400 ans pour certains de ces arbres qui sont aujourd'hui les plus fragiles, qu'on pouvait approcher à une certaine époque. Aujourd'hui, par mesure de sécurité, on prévient le randonneur en lui disant de ne pas trop s'approcher parce qu'ils sont en fin de vie. 300, 400 ans, ils sont en fin de vie. Et évidemment, quand on boit du vin vieilli en fût de chêne, on boit un peu de cette forêt. C'est là où je voulais en venir, Vincent. Pourquoi ? Ça a été le modèle. Parce que de ce bois dont on fait des tonneaux, les domaines de Bourgogne ou du Bordelais s'arrachent à prix d'or ce bois de chêne. Voilà. Et chaque année, ça donne lieu à une vente aux enchères monumentale et les prix s'enflamment. Bien, on va aller retrouver Hélène Gâteau, notre vétérinaire, qui est toujours dans son élevage d'ânes bourbonnais. Et je crois que c'est l'heure de la traite. C'est ça, Hélène ? Oui Vincent, alors à cette époque de l'année, c'est un peu la fin de la lactation des ânesses. On va plutôt parler de mini-traite aujourd'hui, mais vous voyez, c'est toujours l'occasion d'intéresser les enfants à cet animal et à la façon dont on traite une ânesse. Alors vous Michel, comment ça se passe la traite des ânesses dans votre élevage ? Alors chez moi, donc les 3 premiers mois, je laisse de la naissance jusqu'aux 3 mois de l'anneau, je laisse tout le lait au bébé. Oui. À partir du 3e mois, je sépare l'anneau le matin, je le remets le soir et pendant la journée, je fais mes 2 traites de lait. Alors, une ânesse comme ça va produire combien de litres de lait par 24 heures ? Sur 24 heures, il faut compter entre 6 et 7 litres de lait. Et nous, on n'en récolte que 1,5 litre. Donc, on en laisse beaucoup au bébé. Oui, voilà. Alors, 6 à 7 litres par rapport aux 25 litres d'une vache laitière, ça fait quand même pas beaucoup. Au total, vous allez traire combien d'ânesses par an et ça vous fait combien de litres ? Alors, en moyenne, je suis sur une dizaine d'ânesses en lactation chaque année. Et ça représente entre 1000 à 1500 litres de lait. Ça dépend les années. Voilà. Alors on va aller voir les enfants qui sont en pleine action. Donc là on a Manon qui est en train de traire la mamelle. Et toi Esteban, alors Michel vous a expliqué comment on fait. On fait comment pour traire une ânesse, Esteban ? En fait, on lave la mamelle. Ouais, on la lave, ouais. Après, on tire la mamelle pour prendre le lait. Ah, et on tire dessus. Regarde, c'est ce qu'est en train de faire ta grande sœur. Je crois qu'elle y arrive bien. Hein. Fais-nous voir Manon ce que tu as récupéré pour l'instant. Eh, pas mal hein, pour la fin d'une lactation. Pas mal, pas mal. Alors tout ce lait, Michel, vous en faites des savons dans votre village à Valigny. Vous avez même une petite savonnerie. Alors on sait que Cléopâtre adorait le lait d'ânesse pour ses bains, mais quelles sont ses vertus ? Alors les vertus du lait d'ânesse, ils sont riches en nutriments, donc riches en vitamines A, B, C, D, E, riches en oligo-éléments, riches en minéraux et riches en acides gras essentiels. Ce qui en fait des produits très bons pour notre épiderme, quoi. Oui. Qu'est-ce que ça a comme vertu justement pour l'épiderme ? Alors c'est rétenseur naturel de la peau, c'est nourrissant, c'est adoucissant. Je vais passer par votre petite boutique alors à Valigny. Après, moi, j'ai besoin de tout ça. Alors voilà, si vous voulez découvrir les savons au lait d'ânesse de Michel, eh bien c'est dans le village de Valigny. Et puis ça sera aussi l'occasion pour vous, eh bien de parler de cet âne bourbonnais dont vous faites aussi la promotion. Je vous rappelle que c'est une race qui est en voie de disparition aujourd'hui, en très faible effectif. Merci Hélène. Retour en plateau ici à Montluçon avec une côte de bœuf charolaise. On va pas se faire avec des copains chez les véganes, mais nous, on va bien se faire plaisir avec les Montluçonnais qui nous entourent. Cédric Lalaurie, il surveille ça d'un œil. C'est vrai que les arômes sont extraordinaires. Ah oui, c'est beau ça. La côte de bœuf, la côte à l'os. Donc elle est à bleu là, elle est. Là, on est sur une cuisson bleue. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut pas tarder pour la déguster, quoi. Sinon ça va vite refroidir. Là. Exactement. Ah bah là, il faut y aller là. Hein. On n'est pas là pour rigoler, hein, chef. Donc on a fait notre côte de bœuf. Ça, c'est l'écrasé de pommes de terre qui est bien crémeuse. Et là, c'est notre ratatouille. En revanche, la viande, oh là 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 là, cette belle côte de bœuf. Ça, c'est pour une personne, ça hein Oui, vous avez faim. Ah oui, c'est là. Ah bah c'est le Bourbonnais, hein. Ils sont comme ça, ils sont généreux. Hein. La sauce. Ah, la sauce. On la met pas dessus. On la met pas dessus. Ah non. Parce que la viande est bonne. Voilà, c'est juste, ça doit servir de condiment en quelque sorte. Donc on va la servir à côté.
Bien, Cédric, il a assez envie de goûter, j'ai l'impression. Jérôme, si t'es sage, si tu peux te tenir encore 2 minutes, on va savoir. Mais ce qui nous intéresse, c'est effectivement le goût de cette sauce avec le charolais. Ah, parfait. Vraiment, la viande est parfaite. Ça, c'est... Oui, Olivier, il fait genre modeste, j'entends pas, mais hein, il a dit parfait. Hein. Bon, les amis, je suis désolé de vous dire qu'on va se régaler d'une magnifique côte de bœuf charolaise ici au milieu des Montluçonnais qui vont pouvoir goûter évidemment la recette d'Olivier Bouchot. Merci Olivier, merci chef d'être venu nous voir. Merci Cédric Mallory, merci Jérôme. Tiens, Merci. Ah, c'est pour moi. ça a été super. Cadeau. T'as le droit. Ah bah attends, bien sûr. Hein. Régalez-vous chez vous si vous avez le temps. Allez chercher une côte de bœuf. Mais enfin bon, hein, personne n'est obligé. Allez, bonne journée à vous.